BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité ce midi, c'est Georges Dallemagne, député CDH. Bonjour. Bonjour. Marle Bartiou, c'est votre déclaration d'amour au parti pour lequel vous êtes élu, ou c'est plus compliqué que ça? Je me suis fait tuyauter, je dois l'avouer, par ma fille, Juliette. Voilà, et j'imagine, enfin j'espère peut-être, un hommage à son papa. Voilà, donc le choix de Georges Dallemagne est en fait le choix de sa fille. Mais c'est une bonne astuce, c'est bien. La Turquie, qui a décidé d'expulser les djihadistes qu'elle détenait sur son territoire, donc sur le territoire turc, ça vous choque ou pas ? Non, je m'en méfie surtout, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la Turquie, depuis toujours, à propos de l'État islamique, a fait son tri entre ceux qu'il renvoie en Europe, ceux qu'elle garde sous le bras pour s'en servir éventuellement sur le plan politique ou pour mener des actions, comme on le voit aujourd'hui avec des milices d'Al-Qaïda qui sont les supplétifs de l'armée turque et qui commettent des crimes contre l'humanité dans le nord-est de la Syrie, ou ceux qu'elle négocie, qu'elle renvoie en Syrie contre des prisonniers turcs. Vous êtes en train de nous dire que la Turquie instrumentalise les islamistes qu'elle a pu arrêter. Elle l'a toujours fait. On voit qu'elle le fait aujourd'hui sur le plan politique à l'égard de l'Europe et des États-Unis. Mais surtout, elle a gardé certains des djihadistes qu'on a réclamés depuis longtemps. Vous savez que, par exemple, nous avons condamné, enfin, la justice belge a condamné à 20 ans de prison Yassine Lacheri, qui est un dangereux personnage qui a commis des crimes extrêmement graves dans le nord-est de la Syrie. Il a été arrêté par les Turcs en 2015, il n'a jamais été rendu à la Belgique et beaucoup soupçonnent, il y a toute une série de témoignages qui disent que en fait les Turcs ont rendu Yassine Lacheri à l'État islamique contre des prisonniers turcs. Donc moi je me méfie terriblement de la Turquie. Nos services de sécurité, lorsque nous avions cette enquête sur les attentats terroristes, nous ont dit, vous savez, c'est un des pays les plus difficiles avec lesquels travailler sur les questions de terrorisme. Donc la Turquie a décidé de renvoyer un certain nombre de ressortissants, notamment vers les pays d'Europe. Il y a une petite astuce de certains pays d'Europe qui opèrent une déchéance de la nationalité. C'est pas très digne non plus, ça. Hein. Quand on a un terroriste qui est parti en Syrie, qu'on ne veut pas le récupérer, il suffit de lui retirer la nationalité pour pas qu'il revienne. C'est-à-dire que je pense que ça n'empêche pas de le condamner. Vous savez, en Belgique, la déchéance de nationalité existe dans certains cas extrêmes. Ça a été une opération qui a été faite par la justice dans certains cas, très peu, hein, ça se compte sur le doigt d'une main, mais ça n'empêche pas évidemment de les récupérer, de les juger. Ce qui est important. Donc la Belgique devra récupérer ses nationaux, même s'ils ont fait l'objet d'une condamnation. Hein. Oui, certainement. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on mette la main sur ces personnages. Vous savez, jusqu'à présent, on subit les événements. On n'a pas voulu, on a toujours dit, il faut les juger au plus près du conflit. Ça n'est pas possible, clairement. La situation de chaos qu'a engendré l'opération turque a fait que certains personnages dangereux sont dans la nature aujourd'hui, on le sait, que d'autres, effectivement, sont pour l'instant encore sous le contrôle des Kurdes, mais pour peu de temps. Moi, j'ai eu un général kurde au téléphone, pas plus tard qu'hier, qui me dit, écoutez, vous savez, les Turcs et Bachar el-Assad essayent de mettre la main sur ces djihadistes. Ce serait une situation très dangereuse pour nous. Et donc, je crois qu'il est temps qu'au lieu de subir les événements, que nous en reprenions le contrôle. Alors, un dernier mot sur ces personnes détenues par les autorités turques. Il y en aurait 4, d'après le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, qui serait donc à récupérer par la Belgique et qui serait expulsé par la Turquie. Et pourtant, le parquet fédéral n'a connaissance, lui, que d'un seul cas et n'a fait qu'une seule demande d'extradition. C'est quoi la différence entre les deux chiffres ? Elle vous inquiète ou pas ? Mais ça montre à quel point c'est compliqué de travailler avec la Turquie. D'abord, leur définition du terrorisme n'est pas du tout la nôtre. Il y a des individus qui, simplement parce qu'ils s'expriment librement sur la situation politique en Turquie, sont considérés par l'État turc comme des terroristes. Donc nous avons un gros problème de définition du terrorisme. Et puis, il y a effectivement des individus qui ne sont pas signalés par la Turquie. C'est ce qui s'était passé lors de l'expulsion d'un des frères El-Bakraoui qui s'était fait sauter ici à Bruxelles. Donc, c'est l'un des co-auteurs des attentats du 22 mars. C'est que la Turquie ne nous avait pas prévenu qu'il l'expulsait et qu'il l'avait expulsé vers les Pays-Bas au lieu de l'expulser vers la Belgique. Ouais. Vous craignez qu'il y ait d'autres cas comme ça ? Je crains surtout que nous n'ayons pas, nous, suffisamment la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Nous ne devons pas subir ces événements. Nous devons, prendre... Ça veut dire quoi, Georges, d'Allemagne ? Ça veut dire qu'il faut organiser... Bon, il y a ceux qui sont en Turquie, donc ça, il faut traiter avec la Turquie. Il y a tous ceux qui sont dans des camps qui sont plutôt administrés par des milices kurdes dans le nord de la Syrie ou dans le nord de l'Irak.
ceux-là, on devrait les rapatrier aussi. Mais vous savez, je dis toujours, les Russes et les Américains ont récupéré immédiatement leurs ressortissants. Vous croyez qu'ils l'ont fait pour des raisons humanitaires ? Non. Ils l'ont fait pour des raisons de sécurité. Et je pense que c'est comme cela que nous devrions réagir en premier lieu, c'est-à-dire que si nous mettons la main sur ces personnages, nous en assurons mieux la sécurité que des personnes qui sont dans une situation de chaos aujourd'hui ou qui éventuellement ont à notre égard des intentions politiques qui ne sont pas nécessairement très constructives. Même si c'est un pays en guerre avec des zones difficiles d'accès, tout ça est compliqué. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai encore eu, il y a encore des pays tiers, pas des Européens pour l'instant, puisque les Européens sont aujourd'hui conduits par la peur, mais il y a des pays tiers qui continuent à récupérer leurs ressortissants. Cela se fait à travers la frontière irakienne, et donc c'est absolument possible sur le plan logistique et de la sécurité. Il ne faut pas oublier que les Américains ont finalement gardé là-bas des contingents qui permettent d'assurer une partie de la sécurité. Donc on pourrait s'appuyer sur leurs forces pour éventuellement assurer les transferts. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a besoin de sécurité, et donc on le fera mieux si nous le faisons nous-mêmes. 2, on a besoin de justice. Les victimes des attentats terroristes. Donc justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est une critique de la position du gouvernement belge qui consiste à dire pour l'instant, on laisse ces personnes là-bas et on travaille à des procès au plus proche des crimes, donc c'est-à-dire des procès dans la région. Donc on ne peut pas les faire en Irak, en Syrie aujourd'hui, mais on les ferait dans la région. Ça, c'est pas la bonne solution. Mais la Belgique se met la tête dans le sable, elle le sait. Les procès dans la région, ça n'est pas possible. Tout simplement, le seul pays où ça aurait pu être envisagé, c'est l'Irak. Et l'Irak a dit non. Une des formules qui avait été imaginée, c'est un tribunal pénal international. On sait que ça coûte une fortune, un tribunal pénal international, que ça ne permet que de juger que quelques personnages, et il faut l'aval du Conseil de sécurité, et les Américains ont dit non. Donc toutes les pistes qui ont été explorées, et je les ai explorées personnellement, sur place, là-bas, ça n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Que ces djihadistes qui sont dangereux passent entre les mains de Bachar el-Assad, qui va les libérer pour pouvoir combattre les Kurdes mieux avec ces djihadistes, comme il l'a fait précédemment. C'est ça qu'on attend, ou que les Turcs s'en servent eux également dans des milices à l'égard des Kurdes. Alors, je pense que ce serait très déraisonnable. Une toute dernière question. On sait qu'il y a une problématique spécifique sur les enfants qui sont dans les camps. On parle d'une 40aine d'enfants. Le délégué général aux droits de l'enfant réclame à corps et à cri qu'on les rapatrie. Parfois, il faut les rapatrier avec leur maman, parce que c'est le droit international qui l'impose. Il faut aussi s'occuper du rapatriement de ces enfants ? Oui, je crois que ces enfants n'ont rien à voir dans les camps. Y compris avec leur maman, même si leur maman est parfois soupçonnée de terrorisme aussi ? Alors, je pense que de toute façon, toutes ces mamans devront avoir affaire à la justice belge. Il n'est pas question, évidemment, qu'elles n'aient pas affaire à la justice belge. Donc, je pense qu'elles devront, et elles l'ont d'ailleurs pour partie, devoir affronter des procès. C'est une chose qui est très importante. Donc, il faut refinancer, notamment cette partie-là de la justice. On y reviendra peut-être plus tard. Mais c'est un enjeu très important. C'est qu'effectivement, on puisse mettre la main, on puisse rapatrier ces enfants. Je pense pas qu'il faut les séparer de leur mère, qu'on puisse mettre la main sur ces mères, qu'on voit et qu'on fasse un peu une échelle de dangerosité de ces mères, comme l'OCAM le fait. L'OCAM, c'est l'Office central d'analyse de la menace. La menace, qu'on puisse nous dire, ces mères-là sont peu dangereuses, celles-là le sont plus, de toute façon qu'elles affrontent la justice. Et s'il faut modifier nos lois, parce qu'on trouve que éventuellement les peines sont insuffisantes, qu'on modifie alors nos lois, mais qu'on reste dans un état de droit et qu'on reste maître de notre propre sécurité. Je trouve ça complètement aberrant et même un signal tout à fait étonnant que des démocraties comme les nôtres, des États des droits comme le nôtre, confient à des tiers, comme par exemple les Turcs ou les Syriens ou les Irakiens, la protection de nos populations. Georges d'Allemagne, merci. Vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le journal. BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on va retrouver Georges d'Allemagne, donc député CDH, qui est notre invité ce midi. Et j'ai envie de vous poser une question très simple. Et parfois, la réponse est un petit peu compliquée. Georges d'Allemagne, le CDH, il accepte ou il refuse de monter dans un gouvernement au fédéral si les négociations lancées par Paul Magnette aboutissent ? La question aujourd'hui, elle ne se pose pas comme ça. Vous voyez que ça va être compliqué, la réponse. Non, je vais vous dire, la question est justement, la réponse est très simple. Nous sommes depuis un an en affaires courantes. Il y a des enjeux importants pour le pays. Il y a un informateur aujourd'hui qui a changé de méthode et qui ne pose plus d'ailleurs cette question, opposition, majorité, etc., qui dit simplement quels sont les partis qui sont prêts à apporter leur contribution pour trouver des réponses aux grands enjeux du pays, la pension, la sauvetage de la sécurité sociale, les questions climatiques, les questions
fiscales, par exemple, sur l'emploi, etc. Et nous avons toujours dit que nous étions du côté de la solution. Nous avons toujours répété, et nous faisons que répéter que nous sommes du côté de la solution. Oui, alors vous aviez aussi dit, le bureau du CDH avait aussi dit que vous aviez entendu le signal de l'électeur et que le signal de l'électeur, c'était de vous renvoyer dans l'opposition. Ça a été dit quand même au mois de mai, ça. C'est exact, absolument. Et pour la simple et bonne raison qu'arithmétiquement, effectivement, nous ne sommes pas indispensables à la constitution d'un gouvernement. Avec nos 5 députés. Quand une majorité est un peu juste, même 5 députés à la Chambre, ça peut aider. Oui, et donc ça peut se faire de l'opposition, ça peut se faire de la majorité. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir venir avec nos priorités, celles du pays, et de pouvoir dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans le domaine des pensions, qu'est-ce qu'on fait en matière de santé, et est-ce qu'on peut construire à travers cela une majorité au Parlement. Après, de savoir dans cette majorité au Parlement, quels seront les partis qui seront oui ou non représentés au gouvernement, je pense que ça c'est une discussion qui peut avoir lieu après. Ce qui est important, c'est qu'on puisse dire, tiens, le CDH, effectivement, sur la réforme des pensions, pour faire en sorte qu'on ait une pension décente demain, eh bien, effectivement, il apporte sa contribution, il apportera ses voix au débat. En même temps, sur la question de santé, la même chose sur la question de justice ou de police. Vous savez que ma collègue Vanessa Matz est sortie aujourd'hui sur le fait que la police était aujourd'hui dans le pays dans une situation catastrophique. Et bien, sur ces enjeux-là, nous apporterons notre soutien. Ouais, mais ça, c'est trop facile, Georges d'Allemagne. Apporter son soutien de l'extérieur au cas par cas, ça n'assure pas la stabilité d'une majorité et d'un gouvernement. Et donc, la question, c'est est-ce que le CDH a envie de monter, acceptera de monter dans une majorité gouvernementale, pour peu qu'il se retrouve dans le programme, pour assurer la stabilité du pays, oui ou non? Je ne vous parle pas du cas par cas, je vous parle d'un pilotage à long terme, justement. Vous savez qu'il y a aujourd'hui en Europe 12 gouvernements qui sont minoritaires sur les 28 États membres. Ces gouvernements ne sont pas nécessairement dans la stabilité. Il peut très bien y avoir des partis qui peuvent très bien dire, écoutez, nous ne demandons pas un Marocain ministériel, nous ne demandons pas à être membre du gouvernement, mais nous apporterons de manière stable et durable notre contribution à des enjeux importants. Cela peut se faire à l'intérieur du gouvernement, cela peut se faire à l'extérieur. L'essentiel, c'est que cela se fasse, et vous le dites très bien, sur la durée et de manière stable. Et c'est ça qui est en train de se discuter. Donc, si j'ai bien compris, le CDH accepterait de participer à une majorité gouvernementale, mais n'est pas demandeur d'un poste ministériel. Nous ne sommes pas demandeurs d'un poste ministériel. C'est une discussion qui n'a pas lieu d'être pour l'instant. Nous verrons bien par la suite. Aujourd'hui, ce qui est important, et vous avez raison, c'est la stabilité, c'est de construire effectivement une majorité parlementaire avant de construire un gouvernement sur des enjeux fondamentaux pour le pays. Ouais. S'il faut choisir un prochain Premier ministre, Koen Geens, c'est le bon profil? Je pense que c'est un profil parmi d'autres, mais c'est un bon profil. Mais il y en a plusieurs qui pourraient être demandeurs, j'imagine. Ouais. Ce sera le tour des néerlandophones d'avoir un Premier ministre, ou on va avoir un troisième francophone? Oh, vous savez, encore une fois, tout cela sera en fonction d'équilibres qui auront lieu dans un deuxième temps. Alors, toute dernière question, Georges d'Allemagne, il va y avoir un vote, d'abord en commission, puis ça viendra un jour en plénière, sur la dépénalisation de l'avortement. Votre parti a décidé que ce serait la liberté de conscience pour chacun de ses parlementaires. Vous allez voter le texte de compromis qui est sur la table, qui permet de dépénaliser l'avortement et qui permet de porter la durée de l'avortement possible à 18 semaines? Écoutez, on vient seulement d'avoir l'amendement de certains partis sur cette question-là. Nous étions ouverts à une discussion. Nous sommes favorables à la dépénalisation qui concernerait effectivement les femmes. Donc, on a fait un débat dans ce studio avec Eliane Tillieu et Catherine Fonck. Catherine Fonck nous a dit très clairement que 18 semaines pour elle c'était un petit peu compliqué. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous savez, à ce moment-là, le fœtus a 20 cm. C'est un petit bébé. C'est vrai que 18 semaines, c'est beaucoup. Ah, ça veut dire que vous ne voterez pas? A priori, je dirais ma décision n'est pas complètement faite, mais c'est vrai que cet aspect-là et le fait que les médecins n'ont aucune sanction, quel que soit l'âge de la grossesse, même après 18 semaines, pour nous, ce sont deux balises qui manquent. Merci Georges d'Allemagne d'avoir été l'invité de BX1. Merci à vous.